Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Christophe Massamba, président de l'association RIDEC, qui est la recherche et l'initiative pour le développement du Congo. Mais que faites-vous concrètement, Monsieur Christophe? Bonjour. Bonjour Andy. Ce que nous faisons concrètement, comme vous dites, je dis globalement, on fait de l'éducation populaire. Alors, l'éducation populaire, c'est quoi? C'est agir prendre plusieurs axes. Ça peut être une action économique, ça peut être une action politique, ça peut être une action culturelle, ça peut être sportive aussi. Donc, nous essayons d'accompagner les Congolais dans toutes les voies qui peuvent amener le progrès en RDC. Ce qu'on a déjà fait de façon tout à fait concrète sur le plan factuel, c'est beaucoup de conférences sur le devenir de la RDC, beaucoup de conférences sur le développement, beaucoup de conférences sur l'économie, beaucoup de conférences dans plusieurs domaines et puis aussi fournir, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins faisable parce qu'on a beaucoup évolué dans le numérique, mais à l'époque on a fourni beaucoup de la documentation et même on a organisé l'établissement des bibliothèques à Kinshasa. Donc je vais donner quelques exemples. Le collège Mater Dei à Kimbondo, à Mongafula, a une bibliothèque RIDEC complète avec non seulement les ouvrages scolaires, mais des ouvrages comme toute bibliothèque que vous pouvez trouver à New York, en France ou en Belgique, par exemple. Vous avez la commune de Matete. Il y a une bibliothèque qui a été mise en place. C'est aussi une bibliothèque RIDEC. Au collège Sainte Rita, toujours à Mongafula, vous trouvez aussi une bibliothèque RIDEC sur place. Vous allez à Saint-Damien. Saint-Damien, c'est le quartier Mimosa, derrière ce qu'on appelait la présidence chez Mobutu, le camp de médecins à l'époque. Et là-bas aussi, nous avons pu installer une bibliothèque. Et sur le plan sportif, on accompagne aussi des sportifs. Par exemple, moi, personnellement, j'ai fait du judo et le judo, ça a été un moyen d'accompagner un de nos athlètes ici pour qu'il puisse décrocher la première ceinture rouge-blanche d'un Congolais internationalement reconnu en judo. C'est l'accompagnement de la RIDEC. On a accompagné maître Michel Ngandou, Lupopola, qui a décroché son 6e dan ici en judo. Et donc, sur le plan international, cette reconnaissance, c'est quand même aussi un fruit de la RIDEC. Voilà un peu de façon factuelle ce qu'on a fait. Bon, je veux aussi ne pas masquer que je suis quand même responsable politique. Je suis dirigeant du Parti congolais de progrès intégral en RDC. J'agis à travers le vice-président et toute l'équipe qui est sur place. Qu'est-ce que vous faites personnellement pour accompagner la diaspora congolaise dans l'intégration? Je vais vous raconter une histoire. Pour ce qui est de l'intégration des Congolais en France, particulièrement là où je vis, je peux dire que la RIDEC, elle est assez jeune, mais j'ai débuté ma carrière de la vie, l'action associative, ici avec une association qui s'appelait l'URACA, Union des ressortissants du Congo et de l'Angola, l'URACA. Ça, c'est une association que nous avions créée en 86. Et déjà à ce moment-là, nous avions les soucis des compatriotes qui venaient. Parce que dans les années 80, beaucoup de nos compatriotes arrivaient ici. Il y en a qui faisaient des études. Bon, on avait plusieurs catégories. Ceux qui venaient avec les bourses d'études, soit une bourse accordée par ce qu'on appelle le Conseil exécutif national de la RDC, et qui, eux, étaient liés aux ambassades. Cette période des années 80 n'a pas connu que des étudiants, des enfants venus de la Gombe ou bien des enfants des nantis qui pouvaient avoir des bourses. Vous aviez des jeunes, je vais commencer par la commune de Djili, dont je suis origine, qui arrivaient facilement en Europe avec des méthodes qu'ils avaient inventées pour sortir facilement du pays. Quand ils arrivaient ici, ils avaient besoin d'être bien accueillis et d'être bien accompagnés pour s'installer.
Et nous, on a joué un grand rôle dans l'accueil de ces gens-là parce que la majorité des jeunes avaient quand même le niveau de baccalauréat, mais il y avait aussi un grand nombre qui étaient des débrouillards. Quand ils arrivaient ici, ils étaient facilement déroutés parce qu'il y avait beaucoup de filières de vente de la drogue. Alors, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans des situations de vente de drogue ou bien de faire des chèques sans provision, comme on dit, des Mhm. chèques-là, nous, avec notre association, nous nous sommes chargés d'accompagner beaucoup de jeunes pour déjà qu'ils obtiennent leur papier en bonne et due forme et qu'ils essayent d'intégrer le monde du travail. L'URACA a fait ça jusqu'aux années 90. 90, je suis parti en province et en province là-bas, j'ai recréé une association avec des amis du Congo-Brazzaville qui s'appelait à l'époque Sourire France-Afrique. C'était l'époque de la conférence de la Baule, où la pression était exercée sur les pouvoirs africains pour qu'ils fassent des réformes. Ouais. Cette période-là, nous nous sommes permis d'accompagner aussi nos populations avec Sourire France-Afrique. Moi-même, j'étais chargé de l'international et de chargé même des relations publiques. On obtenait des lits d'hôpitaux, on obtenait des lots de médicaments. En tout cas, on recevait tout ça et on transférait à Kinshasa pour aider nos communautés sur place. Donc la RIDEC, en fait, en réalité, en 1997, dès que Mobutu est parti, c'était la première fois pour moi de descendre à Kinshasa. Et quand je suis descendu à Kinshasa, j'ai contacté celui qui deviendra plus tard le gouverneur de Congo central, qui s'appelle Séraphin Bavouidi. Il était très proche de la présidence avec Laurent Désiré Kabila. Et nous avons travaillé ensemble pour monter la RIDEC à Kinshasa. Je suis rentré à Paris et l'affaire a traîné pour avoir la reconnaissance officielle à Kinshasa. C'était difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu d'attendre que Kinshasa fasse quelque chose, je vais faire tout pour obtenir la reconnaissance officielle déjà en France. Et pour Kinshasa, on verra. Et nous avons, en 2000, obtenu la reconnaissance officielle de la RIDEC ici en France, le 6 mars 2000. Sur le plan du travail aussi, moi je suis informaticien et puis j'ai travaillé en bureau d'études avant ensuite de devenir un homme d'affaires avec une entreprise que j'ai dirigée pendant un certain nombre d'années. Je me suis permis de prendre des stagiaires, par exemple, des enfants des Congolais qui passaient leur bac, qui avaient besoin d'un stage. La crise migratoire est un souci sérieux aujourd'hui, plutôt une épine dans le pied de l'Occident. Comment RIDEC gère-t-elle cette situation? Pour ce qui est de la crise migratoire, et nous avons toujours dit, si vous avez le moyen d'aller sur le site de la RIDEC, Mhm. ridec-rdc.org. Donc www.ridec-rdc.org. Sur notre vitrine, vous verrez, la RIDEC fait tout pour que l'aide qu'on accorde aux Africains soit une aide qui s'arrête un jour. L'aide doit servir à arrêter l'aide. Une aide qui continue sans s'arrêter, en fait, c'est une escroquerie. Et ce qui se passe en Afrique, c'est l'escroquerie du monde occidental. Il faut être raisonnable. On ne peut pas reprocher aux Africains de vouloir bouger aujourd'hui alors que les Européens ont peuplé le monde entier. Les Européens sont venus en Afrique, personne ne les a invités en Afrique. Ils sont partis en Amérique, personne ne les a invités en Amérique. Ils sont partis en Asie, personne ne les a invités en Asie. En Amérique centrale, en Amérique, ils sont même... aujourd'hui, il y a encore des colonies. La France a ses colonies, par exemple la Nouvelle-Calédonie ou bien Tahiti. Ils n'ont jamais été invités. Moi, je suis pour la liberté. Que les gens bougent. S'ils ne sont pas bien là où ils sont, ils doivent chercher une vie meilleure quelque part. Maintenant, c'est aux Européens de prendre leurs responsabilités. On nous a soi-disant reconnus comme membres des Nations Unies, pays indépendants. Cette indépendance doit être réelle. Si on était réellement indépendant, on n'aurait pas les problèmes migratoires d'aujourd'hui. On aurait peut-être des gens qui bougent
pour aller faire des affaires à gauche, à droite, mais des gens qui aillent chercher une vie meilleure, on n'en aurait pas. Ce qui se passe, c'est l'arroseur arrosé. Les Européens, quand ils bougent, ils prennent le visa, le voyage d'une façon légale. Est-ce que vous pensez que ce mouvement des Africains vers l'Occident a un problème parce qu'il n'est pas fait par une voie légale? Non, moi je pense que tous les moyens sont bons pour bouger. Parce que les conditions dans lesquelles on a mis les Africains, personne ne doit leur donner de leçons par rapport à ça. Diego Cao, quand il est venu chez nous, il n'avait pas de visa. Quand les gens sont venus dans le Royaume Congo, ils n'avaient pas de visa. D'ailleurs, je vous dirais un truc, ils sont les bienvenus partout. Même quand on les arrête, ils ne sont pas expulsés, ils ne sont pas diminués comme ce que nous vivons ici. Moi, je dis non. Les Européens, les Américains, les Asiatiques doivent traiter les Noirs comme les Noirs les ont traités quand ils sont arrivés chez eux. Les Européens, ils sont arrivés en Amérique, ils sont devenus les chefs de l'Amérique. Ils sont arrivés en Afrique, ils sont devenus les chefs de l'Afrique. Ils sont partis en Asie, ils sont devenus par moments les chefs de l'Asie. Maintenant, les choses commencent à changer. Qui pouvait croire que les Africains pouvaient, à l'époque, dans les années 50, que les Africains pouvaient bouger comme ça? La seule solution valable, c'est laisser les Africains gouverner leur pays et bien les gouverner. Je rigole quand j'entends certains Africains parler de démocratie. Mais la démocratie, c'est nous. Allez voir dans nos familles comment nos familles fonctionnent. Ça, c'est le microcosme de ce que nous sommes. Quand un problème survient dans la famille, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'échange dans la famille. On pose le problème et puis on cherche la solution. Dans la famille, la solution est trouvée. C'est ça la vraie démocratie. Quand il faut prendre une décision pour des gens qui sont de l'extérieur, on réunit toute la famille. Je peux aller plus loin dans les exemples pour montrer que la société africaine traditionnelle a donné le modèle du monde d'aujourd'hui. C'est difficile à prouver aujourd'hui parce que les gens sont contre. Mais si on regarde notre façon de fonctionner, la démocratie, c'est nous. La justice, c'est nous. La vérité, c'est nous. Ce n'est pas les autres. Dans notre tradition, il n'y avait pas d'avocat. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'avocat. Quand il y avait un problème, il y avait besoin de vérité, tout simplement. Et donc, le fait d'instaurer des visas pour les autres, ce n'est pas notre affaire. Je ne condamnerai jamais quelqu'un qui se retrouve ici parce qu'il s'est débrouillé pour arriver ici. Je n'ai pas le droit que quelqu'un qui meurt de faim parce que la conséquence de cette faim est politique. Et quand on regarde cette conséquence politique, c'est la mise sous tutelle de l'Afrique par des gens qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Vous êtes en France et le procès Charles Onana est en France. Vous connaissez aussi Gilbert Baloufou qui a de problèmes pour son film Congo, le silence des crimes oubliés. La croisée de chemin pour ces deux, c'est plutôt la vérité sur l'implication du Rwanda dans le génocide et aussi dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Comment votre association accompagne-t-elle ces deux? Charles Onana et Gilbert Baloufou sont liés parce que Gilbert Baloufou a été le premier à proposer à Charles d'apparaître dans un film comme animateur principal, dans lequel Charles a pu faire beaucoup d'interviews qui permet au public d'appréhender le problème qui est posé à la RDC, à toute la région des Grands Lacs, même à toute l'Afrique, hein, parce qu'il s'agit du problème de sous-développement. Cette insécurité, ça pose le problème de sous-développement continu de l'Afrique. Cette histoire de la RDC, comme je suis aussi politique, me concerne au premier chef. Donc, j'ai pu prendre contact avec Gilbert et j'ai des contacts avec Onana aussi à travers Gilbert. À l'époque où le film est sorti, Gilbert était en très grande difficulté de déplacement et le film ne pouvait pas être projeté dans les salles ici aussi facilement parce que déjà il y avait un embargo qui ne dit pas son nom. Moi, j'avais déjà proposé ici à côté de ma ville, nous sommes établis à Malakoff, juste à côté de Paris. La ville voisine de Montrouge a un cinéma et nous avions cité ce cinéma pour qu'une projection soit prévue
Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, il a fallu attendre beaucoup d'années. Déjà, le départ de celui qui était là-bas, le Kabila Kanangé. Quand Gilbert a pu venir ici, l'année dernière, en 2023, je me suis mis avec lui, je me suis mis à l'accompagner totalement pour que ce film soit vu par les Congolais. Avant la projection de Gilbert, quand Gilbert arrive ici, j'avais déjà vu plusieurs fois le film de Thierry Michel. Et j'avais fait des commentaires sur ce film que j'avais beaucoup attaqué puisque, de mon point de vue, c'était un film qui était aux antipodes de ce que Gilbert avait fait comme travail. Et quand Gilbert arrive et il me dit il y a un problème de plagiat, tout ça, j'anticipe même. Quand il est à Kinshasa et qu'il va venir, il me dit qu'il y a un problème de plagiat. J'ai dit oui, effectivement, il y a un plagiat, mais le plagiat a été fait à dessein. C'est-à-dire, on a déformé l'idée du film. L'idée principale du film, c'est montrer la réalité des choses et puis travailler sur une accusation qui doit être faite contre le régime du Rwanda, évidemment accompagné par les puissances occidentales. Mais dans le film de Thierry Michel, on a vu l'escamotage presque de tout ce qui pouvait poser problème sur la vision occidentale de la crise congolaise. Donc, j'ai accompagné Gilbert pour d'abord la projection du film à l'Hôtel de Ville de Paris. J'ai l'association Ridec l'a accompagné pour obtenir les participants. On est parvenu à obtenir la totalité, même plus que la contenance de la salle qui était de 80 personnes, la salle de la ville de Paris. Et du coup, à un jour c'est même un jour et demi de la projection a été annulée. Alors, on ne s'est pas arrêté là. Donc, nous avons sollicité le parti de gauche, le parti qui a donné naissance au parti LFI de Jean-Luc Mélenchon. J'ai contacté le responsable de ce parti pour que les films soient projetés dans la salle de ce parti. Et nous avons pu projeter quelques jours plus tard le film et occasionner un débat. Et après cela, j'ai suivi la sortie du livre Holocauste congolais de Charles Onana. Dans les dédicaces, on était là pour essayer de l'accompagner dans l'organisation. Et puis, on a organisé aussi une conférence pour présenter le livre ici à Paris. J'étais même le modérateur de cette conférence. Pour ce qui est du procès, je peux dire qu'on s'attendait à tout ça. Parce que travailler sur le problème de la RDC, c'est s'attendre au procès, c'est s'attendre à des attaques. Donc, nous devons être préparés à ces attaques et nous y sommes. Donc, Charles Onana, pour l'attaque qu'il a reçue, nous sommes là pour l'accompagner. Je ne suis peut-être pas dans l'équipe attitrée pour l'accompagner, mais la RIDEC, en tant qu'association, accompagne Charles Onana. Ça m'a permis d'aller assister au procès. Et là, j'ai produit un compte rendu. Je suis en train de monter une transcription de ce compte rendu sur vidéo. Comme ça, au moins, les gens qui sont dans leur taxi pourront écouter, parce que je comprends aussi que dans l'ère d'Internet, Ouais. les gens n'ont pas forcément le temps de lire quelque chose qui dure 20 minutes. Donc, l'écouter en voyageant, c'est super intéressant. Combien de chances donnez-vous à Charles Onana et à Gilbert Baloufou dans cette guerre où ils sont engagés aujourd'hui? L'espoir existe toujours quand on continue à se battre. Alors, ici en France, je peux dire que je ne parle pas des États-Unis parce que je sais que le narratif a changé. J'ai vu qu'à Kigali, dernièrement, pour la commémoration du génocide, le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui était à Kigali, a fait une déclaration quand même que les gens peut-être n'ont pas fait attention. Il a dit qu'ils étaient en train de pleurer les victimes Tutsi, Hutu et Toi. Ça a une grande signification parce que on peut voir dans les temps comment, sur pression de Paul Kagame et de ses amis, notamment français, qui ont choisi depuis Nicolas Sarkozy
de reprendre langue avec le Rwanda, on a vu comment cette histoire est partie. Donc, ils ont accompagné Kagame à changer l'accompagnement de ces mots génocide. Du génocide Tutsi et Hutu modéré, il est devenu ensuite le génocide rwandais pour finir au génocide seulement des Tutsis. La France est pour beaucoup dans tout ça, parce que la France a été mise à mal par les États-Unis. La France, ayant été presque, on va dire, chassée par l'influence américaine, qui maintenant est partout avec la FICOM, avec tous les agents des Nations Unies qui sont un peu partout. Après, évidemment, ce sont les effets de la chute du mur de Berlin. Et là, la France s'est dit, bon, même si j'ai perdu, il faut que je gagne, parce que gagner la RDC, c'est gagner en Afrique. La RDC représente beaucoup. Et comme la RDC est contrôlée par le Rwanda, il faut s'arranger avec le Rwanda pour avoir une porte d'entrée en RDC. La porte d'entrée en RDC, c'est le Rwanda. Et les Français l'ont compris et ils ont choisi de faire alliance avec les Rwandais. Je vais vous surprendre. Quand la France décide à accorder à Mouchikouabo la gestion de l'OIF, j'étais celui qui est allé voir le conseiller d'Emmanuel Macron, le président de la République, pour lui expliquer les bien fondés de ne pas le faire parce que ça ne correspondait pas à la vision de Bamako, à ce qui était décidé à Bamako pour la création de l'OIF. La réponse que j'ai reçue du conseiller de Macron à la francophonie était que la France est indépendante de prendre n'importe quelle décision. Elle a pris sa décision en toute indépendance de renouer avec le Rwanda. Quoi que vous fassiez, la France renouera avec le Rwanda. Alors, pour répondre à ta question précisément, qu'est-ce que j'attends de ce procès? Une France qui a dit qu'il faut renouer avec le Rwanda, peu importe les considérations morales, la considération du Congolais qui est un grand pays. Donc, le narratif aussi, quand on regarde le narratif qui a changé et que la France a accompagné. Et la France a été le pays qui a fait voter la loi mémorielle de 2017 qui punit le négationnisme, tout celui qui met en discussion les génocides des Tutsis comme ils l'ont décidé. Alors, cette France-là, qui, quand on a vu le président de la République arriver ici en France, on a parlé de plusieurs conflits dans le monde, les points chauds du monde, sans citer la RDC. On a vu la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais là, je vous parle de Félix Tshisekedi, mais moi-même, Christophe Massamba, j'ai été membre du Parti socialiste pendant longtemps en France, en 2014-2013. On a eu une rencontre où il y avait l'intervention dans la ville d'Aubervilliers, où était invité le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement français, qui s'appelait Elisabeth Guigou, ancienne ministre des Affaires étrangères de la France. À ce moment-là, il y avait les conflits de la Syrie. La France était vraiment très active pour évacuer Bachar al-Assad. Et puis, il y avait le problème dans beaucoup de pays. Kadhafi venait de mourir. Il y avait tout un tas de problèmes un peu partout. Et puis, c'est revenu dans les discussions et Madame Guigou est montée à la tribune pour donner sa communication et il a parlé des conflits dans le monde sans citer la RDC. Déjà, à l'époque, j'étais ulcéré et je l'ai fait savoir à toute l'assistance. Plus tard, j'étais invité en tant que membre de l'Alliance des forces progressistes pour l'Afrique. C'était pour le compte de mon parti, le PCPI. J'étais invité au congrès du parti de gauche à l'époque, Mélenchon, pour présider le parti de gauche avec Madame Martine Billard. J'étais chargé, lors de ces congrès, de conduire la commission de rédaction du communiqué pour l'Afrique. Nous avons rédigé un texte qui devait, en tout cas, parler de l'Afrique et qui devait être lu à la tribune par Mélenchon à la clôture du congrès. Figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon, il a intégré les autres discours, sauf les nôtres. Donc tous les Africains
ont vu leur discours ne pas être prononcé à la clôture du Congrès. J'étais furieux. Et moi, je suis allé voir Mélenchon devant tout le monde. Et nous nous sommes disputés devant tout le monde pour ce problème. Donc, je suis heureux que Jean-Luc Mélenchon ait changé de narratif par rapport à la RDC. Donc, pour répondre à ta question, je dis que pour une France qui a été obligée de fermer les yeux surtout sur la morale pour accompagner Kagame, je ne serais pas étonné. Je me pose la question si le gouvernement Macron va s'empêcher de faire la pression sur les juges. À savoir que si Charles Onana est condamné, il a un RDC qui est condamné. Mais ce ne sera pas la fin parce qu'il y a des pouvoirs en appel. Puis après l'appel, il y a la cassation. Après la cassation, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je pense que nous avons aussi une justice chez nous. Pourquoi ne pas mettre les Kagame en accusation en RDC? Parce ils ont tué beaucoup en RDC. Nous avons le rapport MAPIR, mais nous avons Holocauste au Congo, les livres de Charles Onana. Ce sont des éléments factuels et puis même la vérité sur l'opération turquoise. Mais il y a des éléments qui peuvent permettre de monter un dossier pour attaquer tous ceux qui agressent la RDC. Nous pouvons même collaborer avec d'autres pays pour que des attaques sur le Rwanda se fassent, sur le plan judiciaire, se fassent dans d'autres pays. Si au niveau des Nations Unies, ça traîne, on peut voir les pays qui ont une compétence internationale et puis mettre les paquets. Charles Nana en procès et Gilbert Baloufou tenu au silence, on pourra le dire. Le président Tshisekedi semble être seul dans cette guerre où par moment on découvre que certains de ses collaborateurs ont des liens cachés avec le mouvement M23 ou plutôt avec le Rwanda qui combat la RDC. Comment RIDEC pourra-t-elle contribuer au développement du pays dans cette ambiance? Effectivement, c'est très difficile. Je crois que les responsables politiques en RDC doivent prendre la mesure de la chose. On a vu pendant l'époque Kabila des massacres. Des massacres de qui? Mais des peuples qui se révoltaient. Et ces massacres étaient continuels. N'est-ce pas le pays qui a eu le plus comment on appelle ça, des fausses communes? C'est la RDC. Nous avons la guerre à l'Est. Pour finir la guerre, il faut faire la guerre. Si quelqu'un vous déclare la guerre, vous n'allez pas faire la paix. Il faut faire la guerre. Nous sommes condamnés à faire la guerre. Si nous disons que nous voulons la paix pendant que les gens font la guerre, nous n'avons rien compris. Maintenant, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Moi, je prends les services militaires obligatoires pour tous les jeunes Congolais. Même moi, à mon âge, si j'arrive en RDC aujourd'hui, je vais demander exceptionnellement que je fasse au moins un stage militaire, pour donner l'exemple. Il faut un service militaire obligatoire. L'Algérie l'a fait, l'Angola l'a fait. Tous les pays qui ont des grandes crises, il faut utiliser des grands moyens. Non pas seulement aller chercher des armes, non pas seulement aller chercher des mercenaires, mais il faut monter une armée populaire. Une armée populaire, c'est pas, il y a l'armée des métiers, bien sûr, mais il y a l'armée du peuple. C'est-à-dire, à chaque coin de rue, le bonhomme que vous trouvez est un militaire formé. Moi, j'ai vécu en France ici. J'ai vu comment nos jeunes, à l'époque, des années 80 jusqu'au début des années 90, ils effectuaient leur service militaire avant d'aller faire des études supérieures. Vous finissez votre baccalauréat, vous allez au service militaire. Et le service militaire ne servait pas qu'à faire l'armée. Ils apprenaient le métier des armes, mais ils apprenaient d'autres métiers. Il y a des jeunes qui avaient leur permis de conduire grâce au service militaire. Il y a ceux qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qui apprenaient quelques métiers grâce au service militaire. Quand ils revenaient chez eux, ils devenaient des personnes importantes et ils étaient militaires en même temps. Les Européens que vous voyez, qui nous colonisent, mais c'est des guerriers. Ici, tout a été réglé par la guerre. Les guerres mondiales, on a vu où ça a commencé, c'est en Europe. Les guerres de Napoléon, les guerres de partout. La première guerre entre les Noirs et les Blancs, ça s'est fait où? N'est-ce pas au Congo? Pour anéantir le royaume Congo, à Anguilla. Les Portugais ont fait la guerre au Congo. Ils avaient la poudre de canon, nous on avait des flèches.
Voilà. Et les Occidentaux, ils sont dans la culture de la violence avant tout. Et après, il y a des gens qui ont pris conscience que la violence, c'est pas bon. Ils ont créé les droits de l'homme, ils ont créé tous les dispositifs qui font que on parle de déclarations universelles, machin, tout ça. Tout ça, nous l'avions déjà. Le Rwanda, ils ont des sociétés comme la société Tutsi. C'est une société de castes. Chez les Bantous, il n'y a pas de castes. Mais dans des sociétés comme les sociétés des Tutsis, ces gens-là, ils ont des castes. Ils considèrent que les autres sont supérieurs et les autres inférieurs. On ne peut maintenir les autres inférieurs que par la violence. Sans la violence, c'est pas possible. Merci beaucoup. Je rappelle qu'Afri Impact recevait Monsieur Christophe Massamba, président de RIDEC. RIDEC qui veut dire Recherche et Initiative pour le développement du Congo. Encore une fois de plus, merci de votre disponibilité. Je vous en prie et je suis heureux de passer un très bon moment avec vous.